Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous à cette pause déjeuner. Le réseau R3Mob vous présente sa neuvième animation scientifique. Aujourd'hui, on va parler d'open data dans les transports en essayant de mettre en avant une vision qui est tournée vers la recherche. Donc, comment la recherche peut utiliser ces données en accès ouvert et comment elle pourrait contribuer à faire évoluer ces programmes de partage des données de mobilité. Et donc, on va accueillir aujourd'hui quatre personnes du ministère d'aménagement du territoire, de la transition écologique, il y a autre chose derrière, mais je m'arrête là, et qui sont en charge notamment des données de mobilité. Euh, je vous fais un petit topo avant de commencer, très rapide pour ceux qui ne connaissent pas R3Mob. R3Mob, c'est le réseau régional de recherche sur les nouvelles mobilités. Donc, c'est un espèce de cluster de la recherche régionale. Et son rôle, c'est de coordonner les forces académiques et les projets sur ce sujet-là. En Nouvelle-Aquitaine, donc on a une cinquantaine de laboratoires de recherche qui font partie du réseau. Et oui, je crois que j'ai entendu quelque chose. Je continue. Et moi, je suis en charge de la coordination du réseau. La particularité de ce réseau, c'est que dans ces 50 laboratoires de recherche, on va avoir des disciplines extrêmement différentes qui peuvent contribuer à ce champ d'application, avec une particularité, c'est qu'on va avoir des acteurs de façon égale entre les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur. Euh, donc voilà, on a quatre champs d'action qui sont tournés de façon générale autour du voyageur, de la logistique, et puis de façon assez large, l'accompagnement des territoires dans le cadre de leur politique de mobilité. Voilà, je reviens sur la slide d'avant, juste pour faire une petite introduction, pourquoi on a choisi ce sujet? Eh bien, d'abord parce que l'accès à la donnée, c'est un enjeu stratégique pour les acteurs privés, pour les territoires, mais aussi pour les chercheurs. Euh, et puis, euh, ce que je disais tout à l'heure, on a un rôle d'appuyer aussi les territoires pour mener leur politique de mobilité et les projets qui vont être intéressants au niveau de la recherche, c'est tout ce qui va contribuer à analyser les pratiques et les politiques de mobilité des territoires, à les évaluer, notamment peut-être via des indicateurs, et puis les aider à anticiper les changements dans le cadre de ces politiques de mobilité. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre le potentiel pour la recherche de l'ouverture des données, la politique d'ouverture des données qui a été mise en place notamment au niveau de data.gouv. Et puis, il y aura la présentation d'un outil qui est le tableau de bord des mobilités et qui constitue en fait une application générale, une utilisation de ces données de data.gouv qui est ouverte également à tous. Euh, on va commencer par une présentation, une introduction de Georges qui va prendre la parole maintenant et qui va nous parler de réglementation, de format, pour voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve sur cette histoire d'accès et de partage des données. Georges, j'arrête le partage et je vous laisse l'écran de jeu. Merci Camille. Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation. Moi je suis Georges Gonzalez. Je travaille à la DGITM, la Direction Générale des Infrastructures des Transports et des Mobilités. Mon intitulé a changé récemment parce que la DGITM s'est réorganisée à compter du 1er janvier. Je suis en charge, enfin, mon poste c'est chargé de mission multimodalité numérique, ce qui change pas grand-chose à mes activités sur cette thématique-là. Mais voilà, maintenant on est rattaché au ministère des Transports pour simplifier les choses. Voilà. Je suis responsable de la politique d'ouverture des données sur le secteur des transports.
Ce que je vais vous présenter, ce sont des pages, des sites web en accès public. Donc, vous pourrez aller les consulter et regarder plus en détail tout ce qui vous intéresse. Donc, l'idée, c'est de vous donner un aperçu sur la politique d'ouverture de données et comment elle s'insère dans une politique plus large menée au niveau européen pour vous donner les bases des formats de données dans lesquels les données sont censées être publiées. Parce que voilà, il y en a certaines qui sont disponibles, il y en a d'autres qui vont arriver. Ici, j'essaye de me débarrasser d'un bandeau qui me dérange. Comment le déplacer? Voilà, c'est bon. Et ça, c'est bon, ok. Et du coup, voilà, j'ai la fenêtre. Donc là, je suis sur une page de documentation de Transport DataGouv. Donc c'est le portail Open Data des transports. J'espère que vous les connaissez. Sinon, voilà, je vous le présente. Et donc ici, on parle du cadre juridique. Ce cadre juridique, il a une base européenne et il a des déclinaisons françaises. Donc, la base européenne, c'est la directive dite ITS, donc pour Intelligent Transport Systems. Et du coup, c'est elle qui prévoit la publication de tout un tas de données, et en particulier pour ce qu'on appelle le transport multimodal, donc tout ce qui est transport public, enfin, dans le sens où transport qui a une publicité, enfin, des services organisés, on va dire. Et donc, tous ces transports, ils relèvent d'un règlement délégué. Donc, voilà, une réglementation, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous envoyer sur un webinaire où j'ai présenté ça récemment, où vous pourrez voir tous les détails. Mais du coup, ce que ça dit, c'est qu'il y a tout un paquet de données qu'il est obligatoire de publier pour les détenteurs de la donnée. Donc, les détenteurs de la donnée, ça va être les acteurs publics, les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM, ou les opérateurs de services privés, qu'on appelle dans le jargon les SLO, les services librement organisés. Donc, que le transport soit public ou privé, il est soumis à cette réglementation qui impose de publier les données. Donc, les données. euh, Avant de passer aux données, du coup, c'est juste l'onglet suivant. Cette réglementation européenne, elle a été complétée en droit français par la LOM, donc la loi d'orientation de la mobilité, en 2019. Et du coup, ça précise dans quel format les données doivent être publiées. Et je viens alors, donc ces formats-là, ce sont des formats européens. Les mêmes obligations s'appliquent partout en Europe, donc sur tous les territoires de l'Union européenne, les 27 États membres. Et ces formats, ce sont des normes définies au niveau du CEN, le Comité européen de normalisation. Donc, pour les données dites statiques, enfin, ce sont les données de l'offre planifiée, et le format s'appelle NetEx. Pour les données dynamiques, c'est Siri, et pour les données observées, c'est Opera. Opera, il est en cours de développement, enfin, il n'est pas encore publié, mais c'est en préparation. Donc, j'ai dit ce que c'était les données statiques. Données dynamiques, ça va être le temps réel. L'information du prochain passage à l'arrêt, les informations des perturbations en cours, des choses de ce style-là. Et les données observées, on dit, enfin, ce sont les horaires réalisés et ça va être aussi des données statistiques. Enfin, donc, sur une période, quel a été le taux de charge d'un véhicule, par exemple, enfin, donc, d'un certain passage d'un train sur une période plus longue. Voilà. Que ce sont à la fois des données observées précises et des données historiques. Ces données-là, enfin ces formats-là sont précisés dans ce site-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle les profils des normes européennes en France. Et du coup, c'est là que sont décrits les formats de données. Et juste pour conclure rapidement, enfin, donc, ici, il y a la documentation européenne officielle de ces formats. Voilà, vous trouverez chacun de ces formats. Il y a aussi
un quatrième format de la famille Transmodel. Juste deux mots sur Transmodel. Donc, Transmodel, c'est le modèle conceptuel sur lequel se basent tous ces formats. Donc, les formats, ça va être les champs qu'on va mettre dans un fichier. Le modèle conceptuel, c'est tout un glossaire, enfin une ontologie, une définition, un modèle conceptuel qui définit ce que c'est chaque élément et les relations qu'il a avec les autres éléments. Et donc, un peu de matériel pour mieux les connaître. On a fait une formation l'année dernière et du coup, ici, c'est focalisé sur les textes. Donc, ça, c'est le matériel avec un libbook qu'on peut consulter en toute autonomie. Ici, il y a les vidéos de la formation, donc pour suivre le libbook plus facilement. Et le webinaire dont je vous ai parlé, donc voilà, plus d'informations sur le bilan des travaux, normalisation de l'année dernière. Et voilà, donc je vous mettrai tous ces liens dans la discussion et après, Camille pourra vous les transmettre. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ces formats, ils sont mis dans la loi, dans la réglementation européenne, ce qui permet de retrouver les données dans ce même format partout en Europe sur ce qu'on appelle des points d'accès nationaux. Et donc, on va présenter le cas français et, euh, et de façon pérenne. Merci beaucoup, Georges. Donc effectivement, ça pose le cadre pour savoir quels sont les formats qui sont utilisés, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau du PAN, et quels sont donc finalement les efforts qui doivent être faits par les entités qui partagent leurs données et celles qui commencent à travailler sur des projets qui vont cumuler un certain nombre de données, sur les projets de mobilité qui cumulent un certain nombre de données. On est vraiment sur un cadre à connaître de façon générale. Alors, on a une main qui se lève. On peut prendre une petite question au fur et à mesure. Effectivement, Zaineb. Oui, une petite question. Du coup, les opérateurs, vous avez dit, Georges, que les opérateurs doivent publier les données. J'ai une question sur les opérateurs de mobilité douce en particulier. Euh, Parce que je travaille sur ça et on a beaucoup de mal à trouver les données parce qu'il y a des concurrents, voilà, il y a un système de concurrents. Est-ce que aussi ils doivent publier leurs données ou c'est un cas particulier ou comment tu interprètes ce cas-là? Merci. Oui, effectivement. Dans ce qu'on appelle les mobilités douces, il y a plusieurs choses. Donc, il y a l'autopartage, le covoiturage, et le libre-service et compagnie. Enfin, le niveau d'ouverture dépend on va dire, de la concurrence dans chaque marché. Mais les obligations concernent tout le monde. Donc voilà, enfin, on va retrouver plus d'informations, par exemple, sur le covoiturage que sur l'autopartage, mais c'est juste à titre d'exemple. Et du coup, dans la présentation qui suit, on va pouvoir voir plus clairement ça. Je veux bien aussi à la limite rebondir sur la question parce que c'est un sujet aussi qui est en fait le détenteur de la donnée sur les mobilités douces c'est assez assez fluctuant. Parfois, il y a les collectivités qui organisent le transport par rapport enfin, sur les VLS. Parfois, ce sont les opérateurs qui sont sur un territoire mais qui organisent tout ça. Donc, c'est aussi, il y a une vraie difficulté de gouvernance en fait de la donnée sur ce sujet-là en particulier. Contrairement au réseau de transport où on a vraiment une AOM en général qui organise voilà, le transport et des opérateurs qui l'exécutent. Voilà. Donc, j'espère répondre à la question, mais c'est vrai qu'il y a plus de difficultés. Mais je vais en parler un peu après. On a pas mal Ok, avancé quand même sur oui. le sujet. C'est Donc, surtout pour les vélos, trottinettes, ouais. on ne trouve pas de données. Et Bah c'est... alors, on va voir qu'il y en a, donc c'est Ok, super. Je vais ok, ça pouvoir marche. Merci beaucoup. embrayer dessus. Ouais, ok. Bah, du coup, j'y vais. Il y a peut-être d'autres questions. Tu vas peut-être répondre à un certain nombre de questions avec la présentation. On va Ouais, l'avancer, ouais, effectivement. ça marche.
Bah, du coup, j'attaque alors. Ouais. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, là, c'est bon. C'est tout bon. Ok, merci. Ok, bah écoutez, je me présente aussi. Donc Cyril Morin, je suis à la fois PIO, donc responsable du produit numérique transport.data.gouv.fr et responsable de l'ouverture des données. Donc en relation à la fois avec justement tous les personnes, tous les acteurs dont on parle, tout l'écosystème, donc certains réutilisateurs, les producteurs de données qui sont majoritairement les AOM, mais pas que, les industriels, les opérateurs de transport. Donc voilà, tout ce petit monde pour les aider à publier la donnée d'un côté et puis à la réutiliser de l'autre. Donc c'est plutôt, vous faites partie plutôt des réutilisateurs, si je dis pas de bêtises. Euh, et du coup, je vais vous présenter un petit peu le PAN. Donc transport.data.gouv.fr ou le PAN, le point d'accès national. On utilise les deux mots entre guillemets, c'est la même chose. Et PAN, ça vient de NAP, donc National Access Point, dont parlait Georges, donc l'émanation européenne. Donc, d'où le nom point d'accès national. Et j'insiste aussi un tout petit peu sur transport.data.gouv.fr parce que voilà, toute notre plateforme se repose sur data.gouv.fr qui est le site, on va dire, d'Open Data, que vous devez bien connaître, national. Et donc, on est la déclinaison transport, mais on se repose à la fois sur une partie de l'infrastructure et des services de data.gouv.fr. Voilà, donc, par contre, on rajoute des couches métiers et à la mobilité, on éditorialise et je vais vous présenter tout ça. Hop. Alors, donc, je vais aller rapide là-dessus parce que Georges a bien présenté un peu tout ça. Donc, voilà, depuis 2021, donc il y a l'obligation pour les États d'avoir une plateforme qui permette l'accès aux données de mobilité. Donc, c'est le point d'accès national. Il y a des déclinaisons. Donc, en Europe, on n'a pas tous eu la même vision, la même façon de faire. Donc, ça, c'est important de le selon les pays. Donc, on n'est pas tous organisés de la même façon, mais en tout cas, en France, on a eu donc le PAN, transport.data.gouv.fr, et il y a la déclinaison un peu sur le routier. Donc, il y a deux PAN. Il y a aussi Bison Futé que vous connaissez bien. Donc, il y a un peu deux PAN. Un plus transport en commun, mobilité douce et certaines infra, et puis un autre plus routier. Euh, alors donc avant, en fait, là je vais aller rapide, mais voilà, fallait soit payer la donnée, soit on savait pas trop où la trouver. Il y avait des opérateurs pour leur propre utilisation qui avaient de la donnée, qui faisaient un peu leur truc, et puis il y a de l'autre côté des réutilisateurs qui avaient besoin d'infos voyageurs ou faire la recherche ou faire des analyses. Donc depuis Calpan, il y a une plateforme, donc il y a un endroit unique où on sait où aller chercher une partie des données de mobilité, en tout cas peut-être pas toutes, mais une partie des données de mobilité. Donc déjà c'est un accès, ça facilite beaucoup la réutilisation. Et puis sur cette plateforme, on travaille nous pour faire en sorte que la quantité et la qualité soient respectées le mieux possible ou à minima montrer des indicateurs qui permettent d'identifier où il y a des problématiques. Et puis on met en place des services, des couches métiers à la fois pour faciliter la réutilisation et puis trouver des jeux de données. Enfin voilà, on travaille aussi fort là-dessus pour que il y ait des choses facilement réutilisables et on va aussi beaucoup chercher de la donnée quelque part sur les thématiques définies. Je repasse pas là-dessus. Il y a le petit cas, mais Georges l'a très bien présenté tout à l'heure. Donc j'avance. Et puis on a une mission un peu générale. C'est un peu global, mais c'est quand même le cadre initial. Donc faciliter les déplacements sur le territoire français, voilà, décarboner un peu les transports, et puis surtout on se concentre à la base sur l'info voyageur. C'est important de le dire parce que c'était quand même la thématique initiale, même si il y a des sujets connexes forcément. Mais c'était un peu le principe de base au départ. Et donc, le produit qu'on propose, c'est une genre de médiathèque un peu où on peut trouver des données de mobilité en France avec des formats différents, des thématiques différentes. Et puis on essaie d'éditorialiser tout ça pour que ce soit simple à utiliser et compréhensible. Je continue donc.
Si on rentre un petit peu dans le type de données qu'on a, j'espère, alors peut-être c'est peut-être pas le cas, mais j'espère que vous êtes tous allés voir le site, que vous le connaissez déjà ou que vous y êtes allé ou que vous irez de toute façon après cette présentation, j'en suis sûr. Donc voilà le type de données qu'on met à disposition. Donc il y a des grandes familles, on va dire, qui sont un peu listées à droite. Donc les transports publics, où on voit le nombre de jeux de données, c'est des données qui sont très matures. Ça fait très longtemps. Alors moi, ça fait longtemps que je travaille dans tout ce qui est information voyageur, dans les calculs d'itinéraire, et j'ai connu une époque où on avait des PDF, où il fallait saisir de la donnée, on avait des fichiers Excel. C'est un enfer pour faire de l'info voyageur. Pour la rendre accessible. Au fur et à mesure, il y a eu des genres de standards qui se sont créés, mais c'était chaque opérateur. Donc il y avait voilà, un Transdev, un Veolia Transport, un Keolis qui avait ses propres données dans ces standards. Et puis au fur et à mesure, on va vers ce qui facilite l'utilisation grâce à des standards, des normes. Donc voilà, sur le transport en commun, très mature. Sur les VLS, pour répondre, alors je ne sais plus quel était le prénom de la personne tout à l'heure, mais voilà, on a des choses aussi. Donc il y a un standard aussi, et je vais reparler un petit peu une petite précision par rapport aux normes présentées par Georges et à l'usage aussi, parce qu'on a deux types de données. On en reparlera. Et puis on a des données aussi d'infrastructure. Où là, les deux premières briques, on va dire, on est sur de l'offre de transport, de l'offre de mobilité, où il y a souvent un nom commercial, un service qui est derrière. Et puis ensuite, on a des infras, un peu plus, voilà, des lieux, des données, des stationnements, des choses comme ça, des bornes de recharge. Donc, il y a en gros deux types aussi de données. Donc, on a des données statiques avec quelque chose, bah voilà, qu'on intègre, qui ne bouge pas, et puis des données dynamiques, où là, on a plutôt des flux, donc des informations qui bougent au fil du temps. Deux, trois exemples, bon, bah, il y a le temps réel sur les transports en commun, l'horaire, bah, il y a marqué 8h30 sur le statique, bah, il vient à 8h30, donc on nous prévient, à 8h33, pardon, donc on nous prévient qu'il y a 3 minutes de retard, ça c'est ce qu'on connaît tous. Sur des bornes de recharge électrique, ça peut être par exemple l'utilisation. Bah, dans 10 minutes, bah, en fait, il y a une voiture qui est déjà là, donc il n'y a pas de borne disponible en temps réel, ou elle est hors service. Ça peut être des choses comme ça. Et sur les VLS aussi, c'est bien beau d'aller à une borne, mais si tous les vélos sont déjà dans les docks, bah, on ne va pas faire grand-chose, on ne va pas pouvoir poser son vélo. Donc en temps réel, on va savoir que bah, aucune station, par exemple, hein, est disponible. Et voilà, il y en a encore plein d'autres. Où est mon vélo quand on parle de free floating pour le trouver. Enfin voilà, donc ça c'est du temps réel. Alors les formats, parce qu'il y a une obligation sur les formats donc, de publication qui est le NetEx, le Siri dont Georges parlait, qui sont des formats qui sont un tout petit peu moins matures aujourd'hui. Donc là, ça avance énormément depuis quelques temps. Donc on est vraiment sur quelque chose qui commence à vraiment être utilisé, utilisable, avec un peu plus de complexité que certains autres jeux de données, mais aussi plus de complétude. Donc on va avoir beaucoup plus d'informations, parfois plus difficiles à produire pour certains acteurs et à réutiliser pour certains réutilisateurs. Et il y a d'autres formats qui se sont aussi imposés dans le fil du temps, donc dans le transport en commun notamment, où il y a un format que vous avez peut-être déjà entendu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle le GTFS, et ses déclinaisons temps réel. Et sur le libre service, il y a aussi un format qui s'appelle GBFS, qui est aussi mature, qui est utilisé par beaucoup d'applications et du coup qui existe, ces formats sont disponibles. Donc là, l'idée, c'est pas de freiner l'information voyageur, mais c'est plutôt au fur et à mesure, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de données européennes, standardisées, normées, parce que la réglementation déjà est là-dessus et parce qu'on pense que ça va apporter à l'info voyageur. Mais il y a aussi la volonté d'encourager la publication, bien sûr, des jeux de données qui sont déjà utilisés partout dans le monde, que sont les deux, trois formats dont je viens de parler. Il y a un autre type de données, ce sont les schémas nationaux qu'on a un peu créés un peu à défaut. Il n'y avait pas de standard, il n'y avait rien du tout, mais on avait la volonté quand même d'ouvrir certaines données, parfois avec du succès, parfois avec un peu moins de succès, dans le sens où on a proposé un format, il y a eu certaines publications. Pour certains jeux de données, je ne vous cache pas qu'il y a eu les limites de la chose. Donc, on a des jeux de données qui peuvent être parfois un peu incomplets ou qui n'ont pas trouvé le succès attendu. D'autres, beaucoup plus. Donc, voilà.
Je parle un peu des trois types de formats. Il y a vraiment les standards, les normes européennes pour lesquelles on existe, grâce à laquelle on existe aussi, et sur laquelle il y a des choses qui sont imposées. Il y a des formats d'usage qui existent, qui sont très disponibles, qu'on propose, et il y a d'autres formats qu'on a un peu créés, qui existent aussi et qui permettent quand même d'avoir une forme euh, de cadre quand on souhaite traiter un certain type de données. Il y a des choses qui vont arriver aussi à venir. Le trafic, hein, je le disais, Bison Futé, un autre panne. Normalement, les deux pannes vont un peu fusionner cette année. On va voir comment ça se passe, mais on devrait en avoir plus qu'un. Deux informations importantes, donc les données tarifaires et d'accessibilité qui sont vraiment absolument nécessaires, qui commencent à exister et voilà, sur lesquels il y a beaucoup de travaux en cours. J'essaye d'aller vite quand même. Là, je refais un petit laïus, mais c'est sur le site, vous l'avez vu, mais c'est pour donner un petit peu les différents formats, les règlements, tout ça qui existe actuellement sur le PAN. Précision aussi, parce que je sais que en tant que chercheur, c'est des informations qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Toutes les données d'usage ne sont pas présentes à ce jour, en tout cas sur le PAN. Donc, on est vraiment sur des données à la fois, comme je le disais, d'offres plutôt, et pas d'usage. Donc, pour l'historisation, pour faire tout ce qui est prédictif ou tout ça, il y a un peu moins de matière sur le PAN. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais aujourd'hui, en tout cas, elles ne sont pas disponibles. J'insiste aussi parce que c'est bien beau de savoir ce qu'il y a, mais c'est important de savoir ce qu'il n'y a pas aussi. Deux, trois petites infos. Il y a le nombre de datasets à gauche. Bon, c'est une petite précision aussi sur l'éditorialisation des jeux de données. J'en profite parce que là, on voit des datasets par catégorie de jeux de données. On a, selon les modes de transport, on n'a pas la même façon, par définition, d'éditorialiser les jeux de données. Sur les offres de mobilité, on va souvent avoir une offre commerciale, un producteur de données ou une AOM qui va produire cette donnée. Sur des offres d'infrastructure, on va essayer de faire, nous, de produire en fait des fichiers agrégés. Donc, on va prendre un peu tous les jeux de données qui existent et on va essayer d'en faire un unique pour représenter un peu ce qu'il y a sur le territoire, ce qui facilite aussi la réutilisation. Un exemple important sur lequel on travaille beaucoup, ce sont les IRVE, où là, on va avoir un document unique, donc un fichier qui va normalement recenser tous les jeux de données déposés, ouverts par les producteurs. Donc, il y a plus de 1000 producteurs, donc c'est un gros travail de dédoublonnage, de d'éditorialisation, tout ça, mais voilà. Euh, bon, là, je vous montre à gauche, c'était un peu la part, un peu par grande catégorie. Et à droite, c'était juste une petite info aussi, c'était pour voir qui publiait de la donnée. Donc, une fois de plus, les AOM qui sont vraiment acteurs essentiels, parce il y a l'obligation aussi, hein, on va pas se mentir. Au départ, c'était pas ça, mais c'est devenu vraiment. J'insiste là-dessus parce que en quelques années, il y a eu un vrai changement de la gestion de la donnée. Donc, c'est vraiment une partie intégrante maintenant de beaucoup de collectivités. Il y a des gens très compétents, ce qui n'était pas le cas avant. Ils ne voient plus ça comme une obligation, mais plutôt comme une opportunité de structurer les informations au sein de leur propre service. Et pour avoir fait beaucoup de travaux sur le sujet, pas mal de collectivités aussi nous ont dit que finalement, avec le recul, ça leur permettait aussi d'échanger en interne, d'avoir des données structurées, de pouvoir communiquer avec d'autres services, que ce soit marketing, je ne sais quoi. Enfin bref, donc c'était l'intérêt de l'ouverture de la donnée, ça a vraiment pris, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans. Voilà. Les docs, donc la documentation en ligne, Georges en a un peu parlé. On a pas mal de choses sur les docs, à la fois sur la façon de publier la donnée, hein, un côté très pragmatique sur notre plateforme, mais aussi il y a des normes, il y a le cadre juridique, enfin il y a pas mal d'infos, donc vous pouvez aller faire vos courses si vous êtes intéressé par certains types de données. Donc on a des outils aussi. Une fois de plus, on éditorialise la donnée et on a des outils. Donc là, c'est des couches métiers. L'outil un peu star, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est les outils de validation des jeux de données. Donc typiquement, on va prendre un jeu de données sous un format et puis on va le rentrer dans le validateur et on va avoir des résultats,
des erreurs, est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il y a des choses à modifier. Et selon les types de données, on va plus ou moins loin. Il y a parfois on est très précis, parfois un peu moins, mais on travaille dessus et c'est très très utilisé. Et pour information aussi, c'est devenu dans beaucoup de projets de masse, de calcul d'itinéraire, un outil qui permet même entre partenaires, fournisseurs et clients de dire à partir du moment où la donnée n'est pas validée via le validateur du PAN, qui est une forme de référence, ça nous met un peu de pression, mais bah, on considère que la donnée n'est pas de bonne qualité, on ne commence pas à travailler par exemple d'un côté. Donc c'est devenu aussi quelque chose de assez central, même dans les projets euh, d'information voyageurs. Je continue. Donc là, c'est un petit exemple. Voilà, on affiche à la fois des métadonnées, on montre les avertissements, les temps, voilà, les messages d'erreur. On va un peu loin, enfin, un peu loin. On va loin sur certains formats. Euh, Hop, alors, il y a d'autres outils. Alors ça va vous intéresser en haut à droite. On a une API aussi, transport de transport.data. Il y en a une pour DataGouv et il y en a une pour de notre côté, où vous allez pouvoir accéder au catalogue des données, en fait. Donc, bah, il y a un Swagger, je vous invite à aller le voir, c'est sur notre page d'accueil, je crois, il y a utilisé nos API. Donc, on ne rentre pas dans la donnée, mais en tout cas, vous avez accès au catalogue, vous allez pouvoir trier, filtrer sur des régions, des formats, des choses. Donc, ça, c'est à dispo. On a également, depuis 1 ou 2 ans, créé vraiment une forme d'espace un peu producteur et utilisateur. Et au fur et à mesure, on rajoute des services. Il y en a un à droite qui a assez révolutionné à la fois notre façon de travailler et puis la montée en qualité de la donnée. Donc, c'est tout simplement des notifications. Ça paraît bête, mais, mais ça n'existait pas. Et là, avec bah, un nombre de jeux de données grandissant, on a industrialisé un peu la façon de remonter les soucis. Et bah, c'est très efficace, c'est-à-dire que bah, les producteurs de données réceptionnent que leur jeu de données un problème va bientôt expirer, par exemple, qu'il y a un problème de validation, qu'il y a une ressource qui, pour une raison ou une autre, leur serveur n'est pas disponible. Donc, on fait presque office de veille pour eux. Et ça, bah, on a vu la qualité de la donnée qui a vraiment augmenté grâce à ça. Donc, il y a de plus en plus d'abonnés à tous ces services. Nous, notre rôle, c'est de donner toutes les armes aux producteurs et aux réutilisateurs, parce que les réutilisateurs aussi peuvent s'abonner, hein, bien sûr, aux jeux de données qui les intéressent et recevoir le même type d'informations pour savoir que, attention, votre système va peut-être planter parce que le système source ne fonctionne plus. Bah, nous, on essaie de donner voilà, toutes les armes de validation, de suivi de qualité, tout ça pour que la donnée soit de plus en plus qualitative. C'est notre rôle. Puis voilà, on a des petits critères, des petits scores, des choses comme ça. Il y a aussi comme service, alors il y a aussi des discussions. Donc vous, en tant que réutilisateur de données, vous pouvez apostropher, enfin vous pouvez poser des questions directement depuis la plateforme au producteur de la donnée en disant bah, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe là-dessus, ou telle donnée, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça. Donc ça c'est aussi des services. Et puis ensuite on propose des petites choses. Là c'est des visualisations, donc ça vous serez sûrement bien meilleur que nous pour en faire des plus jolis, plus intéressants, et le tableau de bord des mobilités aussi après va montrer les réutilisations, mais voilà, juste pour dire que sur notre plateforme aussi, on est un peu réutilisateur sur certains écrans, soit pour montrer de la stat ou des choses comme ça. Petite norme aussi, je le remets là, mais même si Georges en a parlé, bon, c'est assez important d'aller voir les vraies spécifications, les normes, les standards quand on les utilise. C'est pas toujours simple. Voilà, on est dans le métier, donc selon les jeux de données, il y a des jeux de données qui sont un peu plus complexes à intégrer, à comprendre et à utiliser. Quelques exemples de partenaires, on travaille avec vraiment tout l'écosystème. Voilà. Bon, il y en a qui sont étatiques, il y en a qui sont industriels, il y a des associations, il y a un peu tout, mais on travaille vraiment avec tout l'écosystème avec grand plaisir. On est vraiment, alors je vous parlais quand même de l'ART, qui aussi bah, est là pour contrôler le fait que les données soient bien publiées. Et c'est un peu le bad cop. Nous, on est le good cop, on va dire. Nous, on aide un peu tout le monde pour s'y retrouver. Et l'autorité de régulation des transports, bah, nous, en tout cas, ça nous aide beaucoup parce qu'ils vont vérifier que la donnée est bien publiée, de qualité. Donc, on travaille quand même main dans la main, hein. Enfin, on travaille carrément même main dans la main.
même si une autorité indépendante qui fait son travail de contrôle par rapport au règlement. Nous, notre rôle, il est plus voilà, d'apporter notre soutien, notre support, notre aide et notre expertise. Les réutilisateurs, alors, c'est le bon côté, le mauvais côté de l'open data, c'est qu'au départ, il y avait vraiment aussi cette philosophie d'open data qui est très bonne, hein, qui est on met à disposition ensuite, ça ne nous regarde plus, donc pas d'identification, pas d'authentification, pas de suivi de téléchargement, donc aucune information sur qui, comment, combien sont réutilisées les données. Donc c'était ça au départ. On essaye d'avancer un peu parce que c'est important de le savoir pour pouvoir pour pouvoir nous améliorer, améliorer un peu tout l'écosystème. Bon, ce qu'on sait quand même, parce qu'on travaille avec beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de collectivités, des professionnels de la mobilité, donc tout ce qui est application, bien sûr, des prestataires voilà, de services informatiques, des cabinets de conseil, des chercheurs, bien sûr, des étudiants, du data journalisme, enfin, et bien d'autres, des gens pour jouer, et puis même des entreprises qui font voilà, des agences immobilières, enfin des choses. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de réutilisation qu'on ne soupçonnerait pas. Et à droite, on a mis en place justement une page un peu pour nous les mettre en avant déjà, donc, et puis connaître un peu mieux les réutilisations. Donc c'est en fait une page qui permet aux réutilisateurs qui le souhaitent de partager ce qu'ils font avec les données qu'ils utilisent sur le PAN. Donc typiquement, j'utilise ça et je produis même un document, même une documentation, une étude. Et ben, je peux déclarer cette réutilisation, donc elle se fait connaître déjà, et puis nous, on sait qui réutilise et comment. Donc c'est très intéressant. On a parfois des choses, des petites gazettes qui proposent des services, des choses. C'est pas que le gros Google qui utilise les données de transport. Google, d'ailleurs, avec qui on travaille aussi beaucoup et qui, pour information, utilise en majeure partie les données du PAN pour toutes les infos voyageurs des réseaux de transport. Voilà. Un réutilisateur quand même assez majeur pour info. Donc, j'encourage tout le monde à déclarer sa réutilisation s'il le souhaite. Donc, nos travaux en cours, alors c'est un peu passé parce que c'était plutôt l'année dernière, les travaux qu'on a menés l'année dernière, et là, on va les définir pour tout vous dire très bientôt. Comme il y a pas mal de réorganisation, comme disait Georges, donc on va voir un peu ce sur quoi on va se concentrer. Il y avait mieux connaître nos réutilisateurs pour voilà, améliorer notre impact. Donc, on a fait par exemple une expérimentation avec justement les gros réutilisateurs, Google, Apple, Transit, tout ça, pour que leur utilisation bénéficie aux producteurs. Donc très simplement, ils ont repartagé en fait la donnée que eux modifiaient, parce qu'ils modifient la donnée quand il y a des choses qui ne sont pas correctes, de leur côté. Chacun le fait de son côté, ce qui est un peu dommage. Un exemple, un arrêt qui est pas au bon endroit, Google va le faire de son côté, Apple va le faire, SNCF Connect va le faire, enfin tout le monde va le faire, mais le producteur il sait toujours pas que son arrêt il est mal placé, donc il va toujours avoir une donnée de mauvaise qualité. Donc là l'idée c'était de repartager ces modifications pour que le producteur en amont puisse le modifier. Donc voilà, on travaille sur des expérimentations comme ça. On a fait des travaux sur l'authentification, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Précision, c'est pas de l'authentification à l'accès à la donnée. La donnée, elle est toujours libre, elle sera toujours libre. Par contre, là, on a la possibilité de s'identifier pour que nous, on sache un peu mieux qui la réutilise, comment, combien. C'est aussi, il y a aussi des sujets sécuritaires derrière, c'est-à-dire que quand il y a 4 millions de requêtes en une fraction de seconde, ça peut être compliqué. Donc, ça permet quand même de, voilà, plusieurs éléments, mais surtout de connaître un peu les réutilisateurs. Et il y avait aussi un support sur le projet du titre unique. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je ne vais peut-être pas aller trop loin dessus. Mais voilà, il y a des projets de registres d'arrêts nationaux, donc un registre avec des identifiants uniques pour tous les arrêts de France, et un gros travail sur les tarifs aussi, qui est qui est un chaînon manquant dans l'info voyageur et qui est ultra important dans tous les projets aujourd'hui de masse, notamment, vous entendez sûrement beaucoup parler. Ensuite, voilà, là, nous, notre idée, c'est de déployer de plus en plus de données en ETEX, donc elle est attendue, qui commence à être un peu plus mature.
et l'accessibilité. Et je rajouterai les tarifs aussi, mais voilà. Donc nous, on travaille aussi pour déployer toutes ces données. Et aussi, on a travaillé, donc je réponds à nouveau à la question, donc sur tout ce qui est VLS et IRVE, donc les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc on a beaucoup plus de données sur les véhicules en libre service. Euh, je vous invite à aller les voir. Et elles sont assez matures. C'est comme le transport en commun, donc c'est assez mature. Le VLS vélo, c'est relativement complet, même si, il en manque. Sur l'autopartage, il y en a beaucoup moins, effectivement, mais voilà. Là, c'est vraiment des sujets sur lesquels on se concentre et on est en direct avec les opérateurs pour avancer sur ces sujets. Et là, on est sur du déploiement. J'espère avoir été clair, synthétique et, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Vous nous envoyez un petit mail, on répond, on essaie de vous accompagner, on répond à toutes vos questions. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Cyril. Merci pour cette présentation très complète. Je crois que quelqu'un a levé la main. On peut prendre une petite question rapide, Ouais. mais il faut qu'on garde du temps pour le tableau des mobilités qui est très important puisque c'est une application de tout ce qu'on a dit. C'est Mohamed, c'est toi qui as levé la main? Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, je vais essayer de profiter pour poser deux questions, mais rapides. La première, c'est est-ce qu'il y a un niveau de granularité pour les AOM, notamment de publication des données mobilité? Parce que je prends l'exemple. Si on leur demande de, oui, publier je sais pas, le nombre de bus qui passent à des créneaux horaires. Si on a la granularité d'un quart d'heure, ça, enfin pour nous, ça, il y a beaucoup d'informations qui sont malheureusement pas qu'on ne peut pas capter. Est-ce que la granularité c'est laissé au choix des AOM ou bien il y a une exigence de publier les informations le plus détaillées possible? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que les données qui sont peut-être pas au centre des transports, mais qui sont un peu à la limite, sont publiées? Alors tout à l'heure, Zainab a posé la question sur la mobilité douce. Alors on va dire micromobilité, c'est vélo, trottinette. Est-ce qu'on a par exemple des données qui sont disponibles et puis surtout des données pas uniquement disponibilité, les adresses des stations, mais plus que ça, les zones d'accident par exemple, les pistes cyclables, enfin plus d'informations sur les vélos. Voilà. Soit je réponds tout de suite, ou peut-être on peut peut-être se renvoyer. Je peux répondre très rapidement, peut-être, Camille. Ouais. Ouais. Alors, sur la première question, qui était sur la granularité. Alors, une fois de plus, sur le PAN, alors je réponds par rapport au PAN, on n'a pas de données d'usage. Par contre, il y a tout ce qui est temps réel. Donc, alors, ça peut-être un gros travail de votre côté, mais il y a en gros les passages des bus en temps réel. Donc ça, c'est voilà, tout est possible, enfin selon les réseaux bien sûr. Donc il est possible, pour l'avoir travaillé sur ces sujets, c'est parfois un peu complexe, mais il est possible d'historiser ces données, hein, tout simplement de votre côté. Donc en gros, vous avez des passages aux horaires. Donc ça, il y a des flux qui permettent de réceptionner ce genre de données. En général, les mises à jour, c'est toutes les 10-30 secondes selon voilà. Donc ces passages-là, c'est des données qui existent, qui passent sur notre site. Par contre, il faut les capter ensuite, il faut les intégrer, il faut les archiver, il faut en faire quelque chose de votre côté. Mais ça, on pourra en reparler peut-être, hein, un peu plus tard. On s'était dit que voilà, s'il y avait des questions un peu plus précises, on pourrait aller plus loin. Et la deuxième question sur les VLS, alors non, on reste encore sur l'information voyageur. Et enfin, je dis non, sur tout ce qui est accidentologie, tout ça, ça va être probablement sur d'autres plateformes. Personnellement, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, de notre côté, on a vraiment l'offre disponible et effectivement l'endroit où est le vélo, la disponibilité, mais on va pas avoir toutes les infos. C'est un voyageur que les travaux sur la sûreté ou autre chose. C'est plus l'info voyageur. Oui. Ouais, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Cyril. Ça fait un peu le lien avec la présentation suivante parce qu'on va parler donc du tableau de bord des mobilités. Je vais inviter Cindy et Benoît
à prendre la parole et à présenter. Et effectivement, bah là, on est sur une utilisation des données du PAN et une analyse un peu plus poussée, effectivement, bah, notamment en termes d'usage. Oui, merci Camille. Bonjour à tous. Donc, on va vous faire une présentation à deux voix avec Benoît sur effectivement un exemple de réutilisation qui est le tableau de bord des mobilités durables. Donc, c'est un outil développé par le ministère de l'Aménagement du territoire et de la transition écologique et qui vise en fait à outiller les territoires, donc collectivités, autorités organisatrices de la mobilité et services déconcentrés de l'État pour les aider à mieux piloter le portage des politiques publiques de mobilité. Et donc, c'est un outil en fait qui repose sur un socle d'indicateurs clés de la mobilité du quotidien. Donc, on ne couvre pas, en tout cas à date, la logistique. Donc, on est sur la mobilité des personnes et sur différentes thématiques telles que les déplacements domicile-travail, les modes actifs, transport collectif et d'autres. Et donc, c'est des indicateurs où on s'appuie sur des données, et notamment on s'appuie beaucoup sur les données du PAN. Et en fait, on construit à partir de ces données des indicateurs territorialisés qui sont disponibles à différentes échelles. Donc, on va de l'échelle nationale à l'échelle communale. Et on a rajouté la couche AOM récemment. Et puis après, on a, une fois qu'on a sélectionné le territoire, donc la région Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez avoir votre zonage, département, interco, commune ou donc AOM. Et l'outil donc présente un ensemble de chiffres clés sur différents indicateurs. Alors comme on a beaucoup parlé du vélo, si je vais sur le vélo, voilà, on a un indicateur sur les aménagements cyclables. Et donc la source, en fait, c'est la base nationale qui est disponible sur le PAN, que nous, on retraite pour en construire donc les indicateurs territorialisés avec voilà, les chiffres clés sur le territoire, les statistiques. On historise les données. Donc toutes nos données, nos indicateurs sont calculés annuellement. On n'est pas sur une granularité plus fine dans cet outil. Et pour chaque indicateur, vous avez une fiche méthodologique qui en fait explique donc comment a été construit l'indicateur. Là, vous avez directement les sources, les traitements qui ont été faits. Puisque parfois, voilà, sur certaines données, ça nécessite quand même de les retraiter pour notamment supprimer les doublons. Et après, sur chaque fiche méthodologique, quelque chose qui peut vous intéresser, c'est que nous, on remet dans le contexte de la politique publique, donc quels sont les enjeux, la réglementation et aide disponible, notamment à destination des collectivités. Et puis, on cite aussi d'autres ressources complémentaires. Donc voilà, et puis après, pour chaque indicateur, vous avez aussi une page de data vise. Donc, bon, ça va peut-être moins vous intéresser, mais donc nous, on est vraiment on s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément spécialistes de la donnée et qui ont besoin, d'une part, voilà, d'aller chercher rapidement de l'information et aussi d'avoir accès à voilà, la carto. Donc là, on a la carte de l'ensemble des. Voilà, ça y est, c'est chargé. Vous avez tous les aménagements cyclables de la région qui s'affichent. Vous pouvez gérer l'affichage des couches. Vous avez des filtres aussi qui vous permettent de filtrer sur les éléments géographiques. Et puis après, voilà, c'est essentiellement de la data vise et des données. Et donc, toutes les données sont téléchargeables et réutilisables. Donc voilà pour l'outil, je ne vais pas m'étendre plus et je vous laisserai le découvrir. Et pour revenir un petit peu sur la présentation, donc oui, comme je venais de le dire, donc nous, le flux de traitement, c'est qu'on récupère des données. Pour l'instant, on est essentiellement sur de la donnée en open data, mais on commence là à aussi lancer des travaux sur de la donnée qui n'est pas ouverte. Et donc, nous, on récupère ces informations, on fait le traitement pour en construire des indicateurs qui soient territorialisés. Donc en fait, on les construit à l'échelle communale et puis après, on agrège, pardon, aux échelles supérieures. Et puis après,
on diffuse ces données-là sous forme de data viz au sein de l'application. Tous nos indicateurs sont disponibles aussi via API sur datagouv.fr et sur aussi l'extension écologie.data.gouv où il y a le bouquet des indicateurs. Voilà, je vais laisser la suite à Benoît. Bonjour. Comme vous l'avez compris, l'objectif principal de cette tableau de bord, c'est de fournir de l'analyse de données pour outiller les politiques publiques de mobilité, notamment les services déconcentrés de l'État et les autorités locales en charge de la mobilité. Et il s'appuie en fait en majorité sur les données ouvertes disponibles sur le PAN ou alors via le SDES ou l'INSEE et les valorise par les créations d'indicateurs territoriaux. Et parmi les données disponibles, on retrouve beaucoup de données d'offres dont la publication a été rendue obligatoire, comme l'ont déjà évoqué Georges et Cyril, pardon, excuse-moi Cyril. Voilà, et donc sont disponibles principalement les données sur l'offre TC, sur l'offre vélo avec le linéaire cyclable, les lieux de covoiturage, le parc automobile, ainsi que les réseaux de bornes de recharge. Et on travaille à enrichir cette information en complétant par des indicateurs sur la micromobilité, l'autopartage, la marche, donc en lien forcément avec les travaux du PAN et les démarches aussi engagées au sein de la DGTM sur chaque politique publique, quoi. Pour l'analyse de la mobilité, en fait, ces données d'offres, évidemment, elles sont pas suffisantes. Elles sont à mettre au regard de la demande qu'on a simplifiée ici en données d'usage. On voit déjà que sur la diffusion de ces informations, qui fait parfois l'objet d'enjeux commerciaux pour les opérateurs ou politiques pour les AOM, est beaucoup moins disponible, avec des données qui sont, enfin, les principales données qu'on a déjà à disposition sur le tableau de bord sont celles sur le covoiturage qui nous viennent de la position d'intermédiaire de confiance du ministère avec le registre de preuves de covoiturage et des indicateurs liés aux données du recensement sur la mobilité domicile-travail. Mais malgré tout, on cherche à faire émerger des nouveaux indicateurs, notamment sur la fréquentation des gares, fréquentation des TC. On travaille avec le GART et l'UTP pour ouvrir en partie, ou en tout cas pouvoir mettre à disposition une partie des informations de leur enquête TCU sur les transports en commun de province, des données sur la fréquentation cyclable, sur la disponibilité des véhicules en libre service ou en autopartage. Voilà, qui sont pas encore très largement diffusés. Néanmoins, on voit que parmi les angles morts de cette connaissance en matière de mobilité, on a surtout un manque de connaissances sur les données de stationnement et sur la marche, que ce soit en matière d'offre ou d'usage. Et au-delà de cette vision descriptive de la mobilité offre-demande, ce qu'on aimerait développer, c'est aussi des indicateurs à destination des décideurs, pardon, qui leur permettent d'évaluer rapidement les impacts des mesures en matière de mobilité. Et cette dimension d'indicateur d'impact, c'est un angle sur lequel on n'a pas beaucoup avancé, mais qui est un peu notre piste de travail aussi dans l'avenir. Et de manière plus générale, on diffuse des indicateurs sur les parts modales, les flux domicile-travail, qui sont en fait les indicateurs les plus utilisés du tableau de bord actuellement, sur les distances moyennes et les émissions liées à la mobilité pendulaire, sur la gouvernance de la mobilité ou encore sur le contexte économique. Et on travaille à développer des nouvelles analyses, par exemple donc les parts modales tout motif, en s'appuyant sur les données ouvertes du CEREMA des OMC2 qu'on souhaiterait pouvoir mettre à disposition et surtout rendre intelligible plus largement. Et on travaille également sur l'accessibilité en transport en commun ou au transport en commun, ou encore sur les émissions de gaz à effet de serre tout motif. Voilà, donc pour finir et pour ouvrir à vos éventuelles questions ou suggestions, on est intéressé de discuter donc déjà de ce qu'on peut trouver sur le tableau de bord et des usages que vous pourriez en avoir ou entrevoir. Mais comme vous l'avez compris, le tableau de bord, c'est aussi une opportunité pour nous d'aller démarcher les producteurs de données pour favoriser l'ouverture, produire des nouvelles analyses. Et du coup, l'intérêt de cet échange pour nous, c'est aussi l'occasion de recueillir vos impressions sur ce qui manque, les besoins en matière de connaissance de la mobilité qui ont besoin d'être comblés, et aussi les données qui sont existantes mais qui seraient inaccessibles et qui auraient intérêt à être rendues ouvertes. Voilà, donc on est preneur de vos retours.
Merci beaucoup, Cindy et Benoît, pour cette présentation. Est-ce qu'on a des questions de la salle sur cet outil en fait qui réutilise les données du PAN, mais pas seulement, finalement, et qui fournit finalement pas mal d'indicateurs sur les usages. Euh, Moi, je me demandais en tant que organisme de recherche, euh, mais étant en train de construire un projet d'analyse des mobilités, si sur ce projet il y a une recherche de qualification des usages, de leurs impacts, pareil, pour essayer de travailler sur une forme d'indicateur. Euh, Benoît, tu as parlé de mesures d'impact pour les décideurs. Est-ce qu'au niveau de la recherche, il pourrait y avoir une demande de ce genre en disant, voilà, comment est-ce que vous pouvez déjà nous fournir des informations ou alors nous aider à créer, enfin, à analyser un peu les types de données qui nous intéressent pour travailler sur cet indicateur? Est-ce qu'il y a un échange possible de cette forme-là? Et est-ce que ça existe déjà? Alors du coup, effectivement, nous, on est tout à fait intéressés à participer à des travaux de recherche, hein. Par exemple, sur le sujet de l'accessibilité, on est en lien avec des travaux en cours du LAET et du CEREMA sur le cours résidentiel et on essaye de développer une démarche et une analyse un peu parallèle pour compléter aussi notre analyse, nos analyses respectives. Donc on est clairement tout à fait ouvert et intéressé à ce type d'échange. Ok. Et de façon générale, le côté territoire, ils viennent vers vous aussi avec des questions spécifiques ou c'est vous qui, de façon générale, développez des indicateurs, des solutions par rapport aux données que vous avez et aux sujets qui, au niveau national, sont intéressants, donc devraient être développés. Est-ce qu'il y a une remontée de la part des territoires? Hum. Euh, pour le tableau de bord des mobilités durables, oui, nous, on a des échanges à la fois lors de nos différentes interventions et aussi via il y a une boîte mail fonctionnelle de l'outil. Et là, cette année, on vient de mettre en place un club des utilisateurs qui va se réunir à peu près une fois par trimestre. On a le premier atelier là qui est fixé fin mars, donc qui va aussi nous permettre de connaître voilà, les besoins et nous de nous aider à orienter notre feuille de route sur les points à prioriser, que ce soit en termes de fonctionnalité ou d'indicateurs, et aussi les usages qui sont faits par les territoires de l'outil et leurs besoins aussi futurs qu'il faudrait continuer à développer. Donc oui, ça, nous, on est vraiment en mode amélioration continue de l'outil. Nous, notre feuille de route, elle est en mode agile et elle évolue au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Je pense que c'est quand même aussi la même chose pour, pour le PAN qui est à l'écoute aussi des utilisateurs. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir avant la clôture du webinaire? Bon, très bien. On avait eu deux questions dans le formulaire qui sont des questions un peu spécifiques. Une question sur les données GTFS-RT. Donc, on avait parlé avant, c'est peut-être un point un peu précis pour le webinaire, mais la personne qui a posé la question, je me permettrai de mettre en rapport avec Cyril. Je pense que c'est toi qui serait le plus à même de répondre. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, on va clôturer ce webinaire. Merci aux participants, merci à nos quatre intervenants pour la qualité de vos présentations. Le webinaire est enregistré. Je vais partager les présentations. J'ai un certain nombre de liens aussi
là, qui sont déjà sur la conversation, que vous pouvez aller récupérer. Puis je vais les partager à nouveau. Il y en a pas mal dans les présentations aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, il y aura les contacts aussi des intervenants à poser d'autres questions, des choses peut-être un peu plus précises. Et je suis là pour la coordination. Au besoin, je pense que le réseau va continuer à travailler avec le ministère, j'ai toujours du mal, aménagement, transition écologique, de façon générale, sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Prochain, peut-être, tu peux annoncer. Ah, c'est vrai, je vous annonce que la prochaine animation scientifique se tiendra dans un mois exactement, ce sera le 3 mars, et on parlera du facteur humain dans l'innovation sur les transports et les mobilités. Ça va être une présentation du centre le CATI, qui travaille beaucoup sur les transferts technologiques et qui est spécialisé sur ce sujet-là. Une présentation très pratique avec énormément d'exemples sur la route, le rail, l'aérien. On va essayer d'avoir des choses assez variées. Donc, je vous donnerai l'information très rapidement et plus précisément. Merci. Merci. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle après-midi. Merci Camille pour Merci, bonne l'organisation. journée. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.